Bonjour à tous. Bonjour. Il reste une place là-bas. Je suis Adrien Kulik, donc je suis le cofondateur et le directeur général d'Andreo. Et on a rejoint le groupe Septeo l'année dernière. Et je serai accompagné aujourd'hui de Benoît, qui est directeur marketing aussi chez d'Andreo. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est l'intelligence artificielle, évidemment. On s'est posé la question en fin d'année dernière de savoir en fait quels étaient les usages. Il y a énormément de tapage médiatique sur l'intelligence artificielle. Donc la question c'était, au sein de la formation professionnelle aujourd'hui, quels étaient les usages qui étaient déjà développés, les attentes, les besoins, les risques. Et donc on a fait passer un sondage à un certain nombre de professionnels du secteur de la formation. Alors essentiellement quand même sur plutôt un axe centre de formation, organisme de formation. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir ensemble un petit peu les résultats pour vous donner un peu les tendances qu'on a observées. Donc première question, très générale pour y aller. Pensez-vous que l'IA va transformer le secteur de la formation professionnelle de manière significative dans les 5 prochaines années? Savoir un petit peu quelle est la tendance et l'opinion en tout cas qu'ont les gens aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée un tout petit peu de comment ça se... Qui dirait le oui de manière positive ici? Qui voterait? Ok. De manière négative? Ok. Peu d'impact? Et ne sait pas? Ok. Bon, quand même oui, majorité de oui. Bon, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Les 3/4 des gens pensent quand même que ça va clairement avoir un impact positif sur leur métier et sur la formation. Pour vous donner une idée un tout petit peu des personnes qui ont été sondées, c'est assez hétérogène, donc voilà, avec des directeurs, des gérants de REF, des responsables de formation, des assistantes de formation, des responsables pédagogiques, des formateurs, etc. Donc c'est assez, on pense que c'est assez représentatif. On a fait ça sur les 2 derniers mois et c'est 250 personnes qui ont répondu à ça. Je vais juste rendre 2 secondes. On a sorti un livret sur notre stand S60, vous pouvez venir le chercher. Mais en gros, on a sorti un livre blanc qui est un peu plus détaillé que ce que vous allez voir là, avec tout le résultat de l'enquête, l'analyse, etc. Et ça, c'est au stand S60, vous pouvez venir le chercher tout à l'heure. Donc la question c'est, est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle est une menace, vous le voyez plutôt comme une opportunité ou comme un outil complémentaire? Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart d'entre vous, pareil, 3/4 pensent que c'est un outil complémentaire, voire une opportunité pour faire des choses différentes. Et quand même, très peu de monde considère que c'est un phénomène de mode ou une menace. Tout le monde attend quand même de voir des choses positives en sortir. Ce qui nous a vraiment impressionné, c'est le chiffre de 1%. Quand on a lancé l'enquête, on s'est dit le blabla qu'il y a autour de l'IA aujourd'hui, les bruits de couloir, c'est que ça fait peur, ça va nous remplacer, etc. Et d'avoir des personnes qui travaillent dans des OF qui sont aujourd'hui pourraient se sentir menacées. En fait, non, personne ne se sent menacé. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Mais ça conforte aussi une idée générale qu'on a sur l'IA, qui est que c'est pour ça qu'on a intitulé la conférence une révolution survendue. Parce qu'en réalité, il y a un décalage entre ce qu'on voit et la réalité de l'usage de l'IA. Alors, prochaine question, c'est aujourd'hui, à quel point vous utilisez l'intelligence artificielle? Jamais, rarement, une fois par semaine, plusieurs fois par semaine et quotidiennement. Donc on remarque qu'il y a quand même la majorité des gens qui l'utilisent au moins une fois par semaine. Donc ça commence quand même à rentrer dans les pratiques. Par contre, quand on leur demande quel est le niveau de connaissance aujourd'hui que vous estimez avoir sur l'intelligence artificielle, les gens quand même se donnent une note globalement assez mauvaise, même pas, à peine la moyenne, de 2,5 sur 5. Donc il y a clairement toujours une volonté d'en apprendre plus. Voilà, et les notes extrêmes concernent essentiellement les formateurs. Il y en a qui sont très utilisateurs, d'autres qui ne l'ont jamais touché. Donc c'est encore assez hétérogène de ce point de vue-là. Oui. Ce qu'on voit, c'est que ce qu'on a mis, c'est les décideurs. On a beaucoup de responsables pédagogiques ou de gérants d'OF qui utilisent l'IA quotidiennement, mais dans le réel quotidien de la gestion de la formation, on est vraiment sur des cas assez isolés, assez rares.
Alors ensuite, ce qu'on a demandé, c'était quels sont les usages que vous avez aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Et on l'a découpé entre création de contenu pédagogique, qui est l'usage le plus développé aujourd'hui, la partie marketing et commercial, m'aider à générer du contenu marketing, des emails, des choses comme ça, gestion administrative, amélioration de la qualité, évaluation de l'acquisition des compétences d'une formation, la personnalisation des parcours d'apprentissage, l'analyse des besoins de formation et autres. Donc ça, c'est les usages actuels quand on leur demande pourquoi vous utilisez l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on leur demande oui, mais qu'est-ce que vous envisagez demain, qu'est-ce que vous souhaitez, pour quel usage vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle. Et là, ce qu'on voit, c'est ça. Personne veut générer plus de contenu pédagogique aujourd'hui sur l'intelligence artificielle ou même faire moins de marketing commercial en automatique. Par contre, clairement, tout ce qu'on a sondé attendent beaucoup plus d'aide sur tous les aspects de gestion administrative, d'accompagnement des participants, de l'évaluation des connaissances, l'amélioration du suivi pédagogique et de la qualité en général. Et donc, voilà, je pense qu'il y a quand même une maturation du marché de ce point de vue-là. Les usages sont en train d'évoluer, en tout cas les attentes sont en train d'évoluer. Alors, quels sont les avantages qui sont perçus aujourd'hui pour l'intelligence artificielle? Pas de très grosses surprises, c'est essentiellement quand même du gain de temps, beaucoup de créativité instantanée. Si vous avez déjà utilisé du chat GPT, des choses comme ça, c'est sûr que c'est clairement là-dessus qu'on attend le plus. Modernisation des pratiques, et ça, c'est les avantages. Donc la question, c'est voilà, vraiment, quels sont, selon vous, les principaux avantages de l'IA pour la formation professionnelle? Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est les principales inquiétudes qui sont attachées à ça. Et ce qu'on retrouve en majorité, c'est la partie confidentialité des données. C'est assez intéressant de se rendre compte que la partie impact sur l'emploi ou coût associé à l'intelligence artificielle aujourd'hui est devenue complètement anecdotique. Visiblement, voilà, il y a quand même, on voit ce shift dans le marché de l'intelligence artificielle arrive, on va tous perdre nos emplois, etc. Maintenant, on n'en est plus à ça. On sait qu'on va perdre nos emplois. On est plutôt dans une démarche d'outils complémentaires à ce qu'on fait aujourd'hui. Comment on va pouvoir récupérer et l'utiliser de manière pertinente dans mes usages quotidiens et améliorer la productivité, etc. En faisant attention de ne pas déshumaniser les échanges et en conservant quand même un contrôle fort sur la confidentialité, la protection des données, notamment des données personnelles. Là, on a sondé du coup les usages les plus fréquents des IA des OF et des personnes qui ont répondu. Je pense qu'il n'y a pas de grande surprise. Parmi vous, qui utilise ChatGPT? Ok. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Copilot de Microsoft? Ok. Gemini? Ok, on voit. Bon, en fait, ça correspond. Et Claude? Ok, quelques-uns. C'est représentatif. Hein. Et DeepSeek? Il y en a qui utilisent DeepSeek? Ok. Là, c'est les aficionados, là. Donc, il n'y a pas vraiment de grande surprise. Mais ce qu'on voit, c'est quand même un batch de leaders qui se dégage avec ChatGPT quand même en grande majorité, dans la majorité. Et c'est aussi lié à la confidentialité des données. Par exemple, on a Mistral qui est français, on pourrait se dire c'est l'option privilégiée pour la confidentialité des données. Et en fait, non. La qualité de l'IA remporte sur le risque des confidentialité des données. Pardon. Ce qu'on a demandé aussi, c'est au-delà des outils, donc plutôt LLM, hein, les Large Language Models, qui sont utilisés, quels sont les autres outils que vous utilisez aujourd'hui dans le quotidien qui utilisent de l'IA ou qui intègrent de l'IA? Ce qui ressort, c'est ça. Alors, le sondage est légèrement biaisé puisque on l'a fait passer nous, pas que nous, donc forcément d'Andréo ressort. Mais donc ce qui ressort aussi, c'est les LMS évidemment. Donc ça c'est un des premiers quand même secteurs dans lequel l'IA a trouvé son premier essor parce que quand on a des contenus pédagogiques, c'est plus facile de produire des nouveaux contenus pédagogiques. Les CRM, notamment HubSpot, les ERP.
Office 365, bon, tout le monde a un petit peu de copilote qui est intégré, et puis aussi pas mal dans les outils de création, donc notamment pour la partie marketing, Canva, et puis Articulate 360. En fait, si on enlève le côté d'Andréo, ça représente exactement ce qu'on a mis tout à l'heure, marketing-vente avec les ERP, les CRM, les outils de création, et pédagogie avec les LMS. Quand on leur demande quels sont vos projets IA et quelle est la maturité de vos projets en intelligence artificielle, voilà, on a à peu près 60% des gens qui sont en réflexion ou en étude de solutions, un tiers disent être déjà équipés, et il n'y en a que 7% aujourd'hui qui restent dans une posture d'attente ou de refus ou, voilà, ou d'indifférence. Donc tout le monde aujourd'hui, bon, on le voit quand même, je ne sais pas quelle est la proportion de stands où il n'y a pas marqué IA, mais tout le monde est en train quand même de se poser les questions sur comment récupérer la puissance de cet outil. Et quand on demande du coup, est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui est un critère de choix dans vos logiciels ? Eh ben, en grande majorité, c'est clairement, ça pèse dans la décision, et parmi ces 80%, il y en a même 20% pour qui c'est carrément un critère déterminant. Ils ne prendront pas une solution dans laquelle il n'y a pas des fonctionnalités d'IA actuelles ou en développement très fort. En fait, ce que ça traduit aussi, c'est pas que le côté fonctionnalité IA, c'est surtout la capacité d'innovation et d'adaptation du logiciel que vous prenez. Si vous prenez un logiciel qui a des fonctionnalités IA, vous n'allez peut-être pas les utiliser. Mais en tout cas, ça montre que le logiciel est assez évolué, assez dynamique et investi en recherche et développement pour justement développer des fonctionnalités d'IA. Et ça donne une tendance en fait et une image du logiciel. On a demandé aussi du coup les bénéfices attendus par l'IA. Ce qu'on voit, c'est efficacité, charge administrative, expérience apprenant. Il n'y a pas de notion de coût, il n'y a pas de notion de déshumanisation comme on a dit tout à l'heure. On reste sur vraiment, on a besoin, aujourd'hui l'usage de l'IA, il est là pour gagner du temps. Je pense que la plupart, aujourd'hui parmi vous, qui utilise l'IA pour gagner du temps? Ok, ça reste le moteur en fait principal, le vecteur principal de l'utilisation de l'IA, c'est le gain de temps. On a aussi identifié, on en parlera un petit peu après, mais le vrai blocage de l'IA, c'est le gain de temps entre aller sur ChatGPT, aller taper sa requête, faire 2-3 prompts pour affiner un petit peu ce dont on a besoin, et ensuite copier-coller la réponse, si c'est un mail par exemple déjà généré, copier-coller dans le logiciel. Et en fait, ce côté gain de temps, on le recherche tous, mais il y a en réalité une petite perte de temps à utiliser l'IA parce qu'il faut se former, savoir laquelle est à jour, laquelle est la plus puissante du moment, et ensuite à chaque fois il faut taper une requête pour affiner, non, tu me le fais plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça, et finalement si on regarde le vrai gain de temps à la fin, il n'est pas aussi puissant que ce qu'on aimerait avoir. Les freins à l'adoption, je pense qu'il n'y a pas de surprise là-dessus, hein, comme on l'a dit, confidentialité des données. Forcément, quand vous avez un acteur majoritaire qui est américain et qu'à chaque requête doit partir en Amérique, que vous n'avez pas la maîtrise sur le prompt, sur quelles données il stocke, quelles données il stocke pas, forcément ça reste un vrai critère, surtout quand vous devez gérer des données, par exemple pour les centres de formation, des emails, des numéros de téléphone, des noms, prénoms, etc. C'est pas utilisable en l'état. La perte du savoir-faire, la déshumanisation des échanges, est-ce qu'on va pas arriver à un moment où l'IA, on va tous finalement recevoir des mails où on saura que c'est pas nous, c'est pas notre interlocuteur qui l'a rédigé, et on perd un peu ce côté authentique et cette patte humaine, ce ton qu'on peut retrouver. Donc c'est une des inquiétudes, c'est que l'IA ne doit pas engendrer de perte de lien humain. Ça doit faire gagner du temps, mais ça ne doit pas être au détriment de l'humain. Alors, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'intégrer plus d'IA dans vos pratiques quotidiennes? Ce qui ressort le plus, c'est la partie intégration dans les systèmes existants. Donc, soit trouver des systèmes, soit réussir à la faire rentrer, soit prendre des logiciels, comme on l'a dit, qui ont de l'intelligence artificielle déjà intégrée et ne pas avoir besoin de jongler entre plusieurs fenêtres, entre des LMS, etc. Il y a évidemment la partie formation des équipes, hein. On a vu que c'était assez encore hétérogène. Et puis il y a une partie acceptation, une partie éthique, et au final la qualité des résultats n'est pas aujourd'hui le premier critère, et encore à nouveau le coût est absolument pas un critère. Et bon, on a vu aussi qu'avec l'actualité, même si aujourd'hui les chats GPT, etc. représentaient un certain coût, c'était déjà pas un problème, et avec l'actualité chinoise, je ne sais pas si vous avez tous suivi, donc le nouveau modèle chinois qui concurrence, qui sont au niveau voire supérieur à ChatGPT, aujourd'hui sont sortis avec à peu près 3% du coût de OpenAI.
Donc on est, jusqu'il y a 6 mois, on se posait des questions si la partie intelligence artificielle, les coûts allaient baisser parce que ça devenait une commodité, ou est-ce qu'ils allaient augmenter parce que OpenAI travaillait à perte, essayait de faire rentrer ça dans les usages et ensuite les coûts allaient remonter. Bon, l'actualité toute récente fait que, a priori, on va quand même être sur une diminution de ces coûts et vraiment un truc qui va rentrer en commodité. Et coût à l'utilisation, mais aussi coût des données. C'est-à-dire que ce qui est sorti avec le modèle chinois, c'est qu'il utilise 7% moins d'énergie. Il utilise 93% moins d'énergie que ce que vous pouvez avoir sur OpenAI. Donc là, on commence à se dire les serveurs, l'utilisation de l'eau, l'électricité, etc. Et on pensait que ça allait être un puissant fond. Et ben, le modèle chinois DeepSeek commence à nous montrer que finalement, il y a un avenir possible avec l'AI où ça nous ruine pas la planète, clairement. Et ce qu'on voulait vous montrer ensuite, c'est pour répondre à ces différents besoins, notamment que vous avez vu au-delà de la génération de contenu pédagogique et de marketing, quels sont ces autres usages sur lesquels il y a des attentes et comment nous, chez Dandréo, on essaie d'y répondre. Donc, vous pourrez venir sur le stand pour qu'on vous en dise plus, mais aujourd'hui, nous, dans Dandréo, on a intégré l'IA. Alors pareil, on ne fait pas du chatbot, on ne survend pas, etc. On a essayé de l'intégrer de manière pertinente, de manière très simple, et de manière très facile à utiliser dans plusieurs aspects du logiciel. Pas aux endroits, on n'a pas essayé de le forcer aux endroits où ça fait pas sens, c'est vraiment aux endroits où c'est le plus pertinent. Donc on retrouve évidemment la partie génération de contenu, étoffer du contenu, réduire, corriger, traduire, etc. dans les champs texte. Bon, ça c'est la partie un petit peu simple. On est capable d'importer des PDF, donc vous avez un module de formation, vous voulez faire votre catalogue de formation, vous allez prendre un catalogue existant, un PDF existant, vous allez pouvoir le prendre et l'AI est très bonne à lire les documents pour pouvoir venir alimenter les différents champs du logiciel sans avoir besoin de faire des copier-coller, corriger la mise en page, des choses comme ça. Un autre usage qui est extrêmement fort, et on a une démo sur le stand si vous voulez la tester vous-même, c'est de pouvoir commander le logiciel avec un langage naturel. Alors, pas toutes les fonctionnalités encore du logiciel. Pour l'instant, on s'en est contraint juste à la partie planification, staffing des ressources, des formateurs, des salles. Mais aujourd'hui, vous pouvez littéralement dire à Dandréo, est-ce que tu peux me faire une formation un jeudi sur 2 de 18h à 19h jusqu'à juin avec Brigitte dans la salle rouge. Et il va travailler 10 secondes et vous faire le planning. Et vous pouvez dire non, j'aimerais intervertir Brigitte avec Benoît. Hop, il va vous intervertir les formateurs sur plein de créneaux, etc. Et ce qui est la force, c'est de transformer des ordres qui sont assez complexes en langage naturel et qui, dans une interface classique, demanderait énormément de clics en fait. Parce que programmer une formation de 2 jours, c'est facile. Programmer une formation de 300 heures qui s'étale avec des règles de redondance, etc., de répétition et tout ça, ou juste intervertir le staffing de 2 formateurs, etc., c'est des choses qui demandent beaucoup de clics. Là, on arrive à le faire en un seul instruction écrite ou orale. Donc dans Dandréo, on a aussi une notion de visioconférence. Ce qui est intéressant, vous l'avez probablement déjà expérimenté si vous avez du Teams ou des choses comme ça, où il vous fait le transcript et parfois il vous fait le résumé. Là, la valeur, c'est qu'on fait les résumés des visioconférences, mais directement dans le logiciel, et vous avez la main sur ces résumés, sur le prompt qui génère les résumés. Donc typiquement, nous, un centre de formation en langue, qui va faire 20 heures de formation anglais one-on-one de 20 fois 1 heure, s'il utilise notre solution de visioconférence, au-delà du fait que dans la solution de visioconférence, il aura les émargements, les questionnaires de positionnement, la satisfaction, etc., tout dans la même interface, et il ne jonglera pas pour les liens de connexion, ça va aussi lui dire, tiens, voici tous les thèmes qui ont été abordés sur ce dernier créneau de formation, voici tout le vocabulaire qui a été abordé, avec la traduction du vocabulaire, anglais, français, etc. Et donc tout ça est enregistré dans le suivi pédagogique. Analyse des questionnaires de satisfaction. Au-delà des questionnaires notation, il y a toutes les questions avec les réponses ouvertes. Et Calliope vous demande de toute façon d'avoir cette démarche d'amélioration continue, donc de demander aux participants, aux formateurs, etc., de leur avis et leurs suggestions d'amélioration. Analyser aujourd'hui 5000 questionnaires de satisfaction pour voir les points saillants, les tendances, tout ce qui ressort. Aujourd'hui, on est capable de le faire et de sortir des très beaux rapports de satisfaction là-dessus. La génération de QCM, de quiz sur le contenu pédagogique. Alors l'avantage, c'est que quand on le couple avec ça, c'est-à-dire qu'on peut réaliser, donc ça je vous parle de quelque chose qui va sortir là, dans 3 à 6 mois, réaliser des QCM et des quiz littéralement sur le contenu pédagogique qui a été vu en visio
avec le participant en one-on-one, et le vocabulaire qu'on a vu ensemble, le quiz, il va se porter uniquement sur le vocabulaire qu'on a vu ensemble, pas avec votre collègue ou autre. Donc on peut vraiment personnaliser la partie évaluation des compétences. Et génération des images aussi, très simple mais très pratique, avoir des images uniques pour illustrer son catalogue de formation, etc. Bah, maintenant, dans Andréo, c'est faisable en un clic. Tout ceci avec toujours la problématique, vous l'avez vu, que le risque, c'est la confidentialité des données. Donc Dandreo a rejoint le groupe Septeo depuis un an. Septeo a développé une plateforme d'intelligence artificielle qui s'appelle Brain. Septeo est un groupe aussi 100% français, donc on a l'avantage d'avoir cette plateforme qui est hébergée 100% en France, qui a un respect complet de la confidentialité des données, donc on n'utilise pas du chat GPT avec des données qui partent à l'étranger. Donc on a essayé de toujours garder, c'était un des critères principaux, pour sortir des fonctionnalités AI, de toute façon il fallait être dans ce framework-là, sinon ça allait être compliqué. Voilà. 20 minutes, pile on time. Pile poil dans le temps. Donc voilà, la conclusion, est-ce que la révolution a été survendue de l'intelligence artificielle? Nous on pense que non, il y a beaucoup de possibilités, si elle est correctement déployée. Clairement, c'est en train de transformer la formation, à la fois sur la partie pédagogique, on le voyait déjà depuis quelques temps, mais maintenant aussi sur la partie vraiment gestion administrative, qualité, etc. Et donc, est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est juste une évolution avec de rentrer et de faire fonctionner l'humain avec la technologie pour faire évoluer les processus? A priori, on se trouve plutôt là-dedans, mais voilà, ça avance bien, plein de bonnes choses. Et si Merci à vous. Si vous avez des questions, disponibles sur notre stand en S60. Merci à vous. Merci.